Bonjour, c'est Mario Labrec encore une fois chez Remax Accès, courtier immobilier. Donc, je vous fais une petite capsule aujourd'hui concernant des dossiers que j'ai eus qui sont pas toujours évidents, on va dire ça comme ça. En fait, les successions. Les successions des gens qui vont s'occuper de la succession de leurs parents, d'un ami, de quelqu'un dans la famille. C'est des gens qu'on appelle les liquidateurs. Les liquidateurs doivent s'occuper de la succession en totalité. Donc, j'ai exemple des cas, là, j'en ai un tout récemment, un cas où ils sont 5 ou 6 frères et sœurs dans la même famille. Donc, j'en ai un qui m'appelle, veut mettre la propriété en vente. Ça fait, je pense, 3 ans que la mère est décédée et il y a des locataires à l'intérieur de la maison. Donc, au deuxième étage, il y a un locataire. Au sous-sol, il y a un locataire. Et au rez-de-chaussée, c'était la mère qui habitait là et qui est décédée. Donc, le rez-de-chaussée est resté vacant pour le moment. Les gens n'ont pas mis personne à l'intérieur du rez-de-chaussée pour prévoir le cas où quelqu'un achète et veut aller demeurer dans la maison sans se départir des 2 autres locataires dans la propriété. Donc, il pourrait habiter juste le rez-de-chaussée. Les successions, c'est pas toujours évident parce que quand il y a de l'argent en jeu, quand il y a des bons montants, souvent, très souvent, la chicane pogne dans la famille. Donc, le cas que je vous parle là, un des frères m'appelle, me dit « Je veux mettre la maison en vente, ça fait un bout que ça traîne, on est 5 ou 6 frères et sœurs, je suis liquidataire avec mon frère, on s'est occupé de rénover les 2 logements, mais le rez-de-chaussée n'a pas été rénové, donc j'avais l'intention d'acheter la propriété moi-même, mais là, la chicane est prise dans la famille, je suis pas capable de l'acheter, on s'entend pas. Bon, toutes les raisons font qu'il n'est pas capable d'acheter la propriété sans avoir trop de problèmes. Donc, je me rends là-bas, les 2 frères sont là. C'est pas l'harmonie déjà, moi, que je sens dans les discussions qu'on a puis la rencontre qu'on a avec les 2 frères. Donc, ces 2 frères-là semblent s'entendre sur un point, essayer de mettre en vente, mais le reste, c'est pas évident, je le sens là, quand je suis là. Donc, on met en vente la propriété, on affiche à un prix X et quelques jours plus tard, il y a une demande qui est faite pour visiter la propriété. Donc, on appelle notre vendeur, nos 2 frères qu'on communique avec, pour leur dire on aurait une visite demain, exemple, à 16h. Et celui qui m'a dit, qui m'a remis les clés quand on est passé signer le contrat de courtage, ben lui, il m'avait dit je vais être là à toutes les visites, il n'y a aucun problème. On avise, le gars me rappelle, puis là, il n'est pas content parce que là, le photographe, il va à 1h. Et là, il y aurait une visite à 4h30. Pourquoi qu'on ne met pas ça en même temps? Le chialage total sur juste la première visite que j'ai. Donc, j'explique qu'on a tenté de mettre les 2 rendez-vous le plus rapprochés possible, mais que les acheteurs qui veulent visiter, ben ils travaillent. Fait qu'ils sont organisés pour être le plus proche possible tant que le photographe va être là, mais ils peuvent pas se libérer avant. Donc, ils ont demandé 4 heures pour la visite. Et là, on a fini par avoir le OK de la part de celui qui s'en occupe. Et nous, on a suggéré d'avoir les numéros des locataires pour appeler directement les locataires pour s'occuper de tout ce processus-là. Mais bon, ça semble pas le cas. Il veut s'en occuper, lui, et contrôler cette partie-là. Fait que il n'est pas content. Là, je ne commencerai pas à aller là à tous les jours, puis les visites, puis ça n'a pas de bon sens. Hey, c'est la première visite qu'on a et j'ai ce chialage-là. Imaginez comment on peut imaginer le reste de la transaction. La première visite a lieu, les gens sortent de là, je reçois un message comme de quoi que les gens sont intéressés d'aller plus loin. Je pense que c'est le lendemain. J'ai reçu une promesse d'achat sur la propriété de l'autre courtier qui m'a envoyé ça par courriel, qui a visité avec ses clients. Et j'avise nos vendeurs, nos liquidateurs qui s'occupent de la succession, que j'ai une promesse d'achat en main à leur présenter et que j'aimerais la présenter aux 2 en même temps.
même si on ne se rencontre pas directement, je pourrais le faire soit par vidéoconférence ou par téléphone, au moins parler aux deux personnes en même temps pour qu'ils aient la même version en même temps, tous les deux, parce que je sais que c'est pas l'harmonie entre les deux. Donc, si je dis quelque chose juste à un et que cette personne-là mentionne ou répète ce que j'ai dit à l'autre, ben, le téléphone arabe peut faire son œuvre, puis on va avoir des problèmes. Donc, je veux parler aux deux en même temps, expliquer aux deux en même temps les points de la promesse d'achat, puis voir qu'est-ce qu'ils vont décider ensuite. Puis s'ils veulent en parler avec la famille, avec le reste de la succession, ben ils vont pouvoir le faire. Donc, on finit par avoir un rendez-vous à, je pense, à 7h ou 7h30 le soir pour se parler au téléphone. Et là, notre gars, celui le plus pointilleux des deux, est pas content. J'aurais pu l'envoyer par courriel. Puis ma job, c'est de la présenter, la promesse d'achat, au minimum. Je pense que ça fait partie du travail. Puis d'être capable d'expliquer les points, parce que c'est pas toujours un prix, c'est pas toujours le prix qui fait qu'une promesse d'achat peut être intéressante d'accepter. Donc, c'est parfait, 7h ou 7h30 le soir, on se parle, on fait une conférence à 3. Et même l'appel conférence, déjà en partant, il répond de façon pas le fun. Il est pas content d'être là, lui, au téléphone pour entendre ça. Tout ce qu'il veut savoir, c'est le prix. Fait que je donne des détails de la promesse d'achat, les gens, qu'est-ce qu'ils font dans la vie et tout ça. Puis là, un des deux, celui le plus pointilleux, me dit mais ils veulent faire quoi, eux autres, avec la maison? Ils veulent avoir des locataires ou bien s'ils veulent aller l'habiter? Personnellement, je ne sais pas leur intention finale, mais je sais que là, ils veulent acheter une maison avec 2 locataires. Fait que s'ils décident de prendre la place des locataires, bien, ils vont devoir suivre la loi puis respecter les baux de toute façon. Et là, le gars me dit ouais, mais là, attends un peu, là, s'il veut aller rester dedans, c'est pas le même prix que s'il veut faire des locataires. S'il veut avoir des locataires dans la propriété, faire un triplex. Et là, pourquoi tout d'un coup, parce qu'on a une offre d'achat, le prix serait différent si la vocation de l'acheteur qui veut faire avec la propriété est différente de ce qu'eux autres ont présentement? C'est pas important. L'important, en fait, c'est le prix, c'est les conditions dans la promesse d'achat. Est-ce que ça fait? Ce qu'il va faire après avoir acheté, l'acheteur, c'est son problème. S'il veut mettre à terre puis reconstruire une nouvelle maison, s'il veut juste mettre du gazon, ça devient son affaire à lui. C'est à lui, il fera bien ce qu'il voudra. De toute façon, même si on lui demandait, il n'est pas obligé de nous donner la vraie réponse et la vraie raison. Il n'y a aucune façon de valider ça. Donc, j'explique, moi je m'amuse à dire, la couleur du client n'a pas d'importance avec le prix. Le prix est là, puis c'est tout. On offre une maison à ce prix-là, les gens nous offrent tel prix. Est-ce que ça fait votre affaire ou non? Si ça ne fait pas votre affaire, on y va en contre-proposition. Parce que je pense que de répondre aux gens qui font une offre d'achat, peu importe le montant, peu importe les conditions qu'ils auront mis dans leur offre d'achat, moi je pense que la moindre des choses, c'est de leur répondre, soit au moins par un refus ou une contre-proposition. La contre-proposition, c'est la façon la plus plausible pour avoir un gain en quelque part, parce que les gens, oui, ont tiré une offre d'achat. Des fois, il y en a qui vont à la pêche, comme on dit. Il y en a d'autres qui veulent avoir le dernier mot. Quand on dit le dernier mot, ça veut dire qu'ils veulent gagner dans une négociation. Peu importe le montant, là, l'important, c'est qu'ils gagnent. Donc, il faut être capable de sentir, d'essayer de deviner c'est quoi l'intention de ces gens-là de l'autre côté pour dire est-ce qu'eux autres, ils veulent juste gagner leurs points ou s'ils veulent le meilleur prix, point final. Nos gens on dit, bon, on va s'en jaser ensemble. Puis le pointilleux, lui, il m'a raccroché au nez. Tout simplement, il n'a même pas pris le temps de dire bonjour, il n'a même pas pris le temps de dire merci, à rien de ça. Il a raccroché. Et l'autre dit, il s'est excusé pour son frère. Puis il dit, on va te revenir avec ça à soir. Il dit, on va se parler tout de suite, on va te revenir rapidement à soir là, pour régler ça. Donc, la promesse d'achat était bonne jusqu'au lendemain midi. Nos gens, j'ai pas de nouvelles le soir même. Le lendemain matin, pas de nouvelles. Moi, vers 11h, parce que la promesse d'achat était bonne jusqu'à midi. Vers 11h, j'envoie un petit message aux deux pour dire, est-ce que je peux avoir des nouvelles? Est-ce que je peux connaître vos intentions, savoir si vous voulez faire une contre-proposition, à quel montant, à quelles conditions, pour que je puisse rédiger les documents, vous envoyer ça pour des signatures, parce qu'on y allait par signature électronique.
et donner la suite aux acheteurs, parce que les acheteurs sont quand même, ils ont signé une promesse d'achat, ils s'attendent d'avoir au moins une réponse. Fait que j'ai fini par avoir un retour pour dire notre contre-proposition va être de temps et ça finit là. Fait que j'ai fait des documents conséquents, j'ai envoyé ça et je vous dirais que la contre-proposition, elle était pas loin du prix demandé. C'est sûr que présentement, le marché est fou un peu, mais il reste qu'il y a quand même des limites à plein de choses. Là. Il y a des réparations, il y a des rénovations à faire au logement du rez-de-chaussée. Les gens doivent prévoir ça. Tout le chambardement, parce que la mère qui habitait là, c'est resté années 70. Là. On va se dire les vraies choses. On va dire que c'est resté en années 70 à l'intérieur. C'est une belle propriété, bien située, belle vue sur Québec. Vue sur le fleuve, vraiment un bel emplacement, mais il y a quand même de l'argent à mettre dedans là, pour arriver à faire quelque chose de bien. Donc, je prépare les papiers, j'envoie ça pour signature électronique. J'ai réussi à avoir une signature, je pense, le soir, là, vers l'heure du souper, de tout le monde, pour retourner ça aux acheteurs, pour qu'ils décident s'ils décident d'aller de l'avant, d'accepter la contre-proposition ou de revenir en nouvelle contre-proposition, encore une fois, que je pourrais transmettre à mes vendeurs. Et j'ai pas eu de nouvelles directement. Ça a été au lendemain avant d'avoir des nouvelles de nos acheteurs. Et ils ont refusé carrément la promesse d'achat, la contre-proposition dans le fond. Donc la promesse d'achat devenait nulle. Et là, nos vendeurs, je les avise aussitôt que j'ai l'information. Je les envoie la copie pour signature de l'accusé de réception de la réponse de l'acheteur à leur contre-proposition. Et à partir de là, notre vendeur pointilleux, on va l'appeler comme ça pour le replacer, un des deux frères, est vraiment pas content de la situation. Il comprend pas que j'aille écrit des papiers pour un montant comme ça. Pourtant, on était quand même... C'était une offre de départ, je pense, qui était légitime, puis il n'y avait aucun problème. Peu importe l'offre d'achat qui est faite, on a l'obligation de la présenter au client vendeur le plus rapidement possible. Il n'est pas obligé d'y répondre le plus rapidement possible. On est obligé de la présenter, nous, pour faire notre travail, de l'aviser qu'on a une offre d'achat, de la présenter, c'est quoi l'offre d'achat, puis après ça, il prendra la décision qu'il voudra bien pour voir s'il fait une contre-offre ou s'il accepte, peu importe. Mais au moins, notre travail, c'est de la présenter, peu importe l'offre. Donc, notre gars m'envoie des messages en texto pour dire qu'il n'est pas content, qu'il a perdu son temps, on aurait dû envoyer ça par courriel dès le départ, il n'aurait carrément pas répondu. Et en tout cas, je vous passe des lignes en masse du texte qu'il m'a envoyé parce que c'était pas très gentil. Mais au final, moi, ma job, vous m'avez mandaté, vous m'avez signé un contrat de courtage pour que je m'occupe de mettre la propriété en vente et j'imagine que c'est de réaliser la vente aussi. Donc, ma job, c'est ce que je fais. Et c'est pas la première que je fais, là. Ça fait presque 20 ans que je suis courtier immobilier, donc je sais où je m'en vais assez bien dans une transaction. Le lendemain, notre pointilleux me retourne encore un courriel pour chialer, dire ben là, désormais, ça va être tel prix, en bas du prix demandé, je pense pas, en haut du prix demandé, ça ferait pareil. Toutes des choses pas le fun, c'est pas constructif du tout, puis on sent que le gars, tout ce qu'il veut, c'est pas vendre. Donc, c'est pas à l'avantage de la transaction, c'est pas à l'avantage de la succession non plus. Lui, son mandat, c'est de représenter la succession du mieux qu'il peut, puis c'est pas ça qu'il fait, là. Il met des bâtons dans les roues pour essayer de pas vendre la propriété tout simplement, puis de pas arriver à régler, parce que probablement que dans sa tête, il aimerait acheter la propriété à moindre coût, et c'est probablement ça qu'il tente de faire, de montrer aux autres que ça ne vaut pas le prix qu'il pense, mais que lui pourrait l'acheter à X prix. Donc, on le sent, là, que c'est probablement la raison. Tout ça pour dire que les successions, quand il y a de l'argent en jeu, puis ça n'a pas besoin d'être des gros montants, je vous dirais, parce que l'exemple que je donne là, on va faire des chiffres ronds, là, ça ne représente pas les chiffres qui étaient dans la transaction, mais exemple qu'on demande 500 000 pour la propriété et on a une offre à 475 000,
il y a 25 000 qui nous séparent, je vous dirais que mettons que les acheteurs auraient décidé d'y aller de l'avant avec le moitié-moitié, comme on dit souvent, le 25 000 qui manque, bien 12 500, on va donner 12 500 de plus que notre 475, ça fait 487 500 au lieu du 500 000 qui est demandé. Personnellement, je pense que c'est une offre acceptable dans le cas présent de cette propriété-là qui demande des réparations, qui demande des soins, on va appeler ça comme ça. L'envers de la médaille, c'est qu'ils sont 6. Donc, on parle de 12 500 $ de différence dans l'offre d'achat pour 6 personnes. 12 500 $ divisé par 6, ça ne fait pas un gros montant à chacun. Donc, peut-être que s'il avait pris le temps d'aller jaser avec les autres de la succession, puis démontrer ce que je viens de vous dire là, dire, ben écoute, on n'est pas loin de la vérité, quand même qu'on vendrait 12 500 $ de moins, à 6, ça fait 2 000 $ de différence. Je pense qu'on est capable de vivre toute la gang à 2 000 $ de différence pour régler la maison, pour régler le dossier de la maison, de la succession, d'arrêter d'avoir l'entretien de ça, de les logements, de s'assurer que les locataires sont corrects, le déneigement, bon, etc., etc. Et sans oublier les assurances, parce que le loyer est vide au milieu, les assurances de la propriété doivent coûter beaucoup plus cher. Encore là, c'est même difficile de l'assurer quand c'est vacant. Les assurances n'aiment pas ça, même s'il y a un locataire en haut, même s'il y a un locataire en bas. Je ne sais pas pourquoi, mais ça coûte plus cher d'assurer une maison vacante qu'un chalet. Donc, c'est bien difficile à comprendre à ce niveau-là. À un moment donné, il faudrait poser la question à des actuaires au niveau de l'assurance, parce que je ne suis pas capable d'expliquer là, ce volet-là. Dans l'optique où la transaction serait la meilleure, c'est sûr que le prix le plus cher est meilleur, mais il faut quand même se rendre à l'évidence que le prix qui était offert, je pense personnellement, si les gens avaient voulu participer un petit peu plus, je pense que c'était une bonne option. Parfois, et même souvent, quand on inscrit une propriété en vente, puis que quand on inscrit sur le marché et qu'on a tout de suite une visite et qu'on a tout de suite une promesse d'achat, souvent les vendeurs vont dire, écoute, c'est la première, c'est pas grave si c'est pas lui, on va en avoir d'autres, on va vendre, c'est pas grave, ça veut dire qu'on est dedans parce qu'on a tout de suite eu une visite, puis on a tout de suite eu une promesse d'achat. Par expérience, ça arrive souvent que ça prend du temps après pour en avoir d'autres. Je sais pas pourquoi, encore une fois, mais c'est souvent le cas. On n'a pas la possibilité ensuite d'avoir des promesses d'achat rapidement. Ça traîne après. Pourquoi, je le sais pas. Mais la loi de la moyenne est là. Ça arrive souvent que si on ne réussit pas à s'entendre dès le départ, quand c'est rapide comme promesse d'achat, des fois c'est long de finaliser une transaction. Puis des fois, on finit pas par arriver au même chiffre qu'on a eu, même en première promesse d'achat. Donc les gens vont finir par accepter plus bas que ce qu'on a eu en première promesse d'achat qui aurait dû accepter dès le départ. Mais bon, pas nous qui faisons le choix. Ça serait facile pour nous, si c'était pas notre argent, de dire oui, j'accepte ou non, j'accepte pas. C'est facile quand t'es pas impliqué. On est là pour ça, pour recommander, donner des conseils, donner les plus et les moins, puis expliquer plein de choses pour que vous puissiez prendre la bonne décision dans le dossier que vous êtes, qui vous implique. Dans le cas présent, je pense que la succession aurait probablement accepté, peut-être pas la promesse d'achat, mais aurait fait une contre-proposition peut-être plus alléchante à nos acheteurs pour qu'ils continuent dans le dossier et qu'ils finalisent la transaction. La date, tout était correct à ce niveau-là. C'était vraiment le prix qu'on ne s'entendait pas. Donc, on a essayé, les acheteurs ont reculé, ils se sont retirés, ils ont refusé tout simplement la contre-proposition. La transaction est tombée. Et là, je vous dirais que ça fait quelques semaines de ça. J'ai pas de nouveau, j'ai pas eu d'autres points de demande de visite. J'en ai eu une depuis ce temps-là et j'ai pas de promesse d'achat, j'ai pas d'activité solide, on peut dire comme ça, là, sur cette propriété-là. Donc, c'est dangereux que ça prenne un peu plus de temps si on réussit. Et si on réussit, est-ce qu'on va avoir le même montant qu'on avait eu quand on a eu la première promesse d'achat? Ben, le temps va nous donner la réponse à un moment donné, on va le savoir. Mais pour l'instant, je pense que le timing était bon, sauf que vu que c'était une nouvelle inscription,
Les vendeurs se sont probablement dit « C'est pas grave, regarde, ça fait juste 2 jours qu'il l'a à vendre. Il a rentré une offre d'achat, puis il y a eu une visite. Fait que si c'est pas eux autres, ça va être quelqu'un d'autre. » Fait que c'est probablement l'histoire qui s'est passée dans leur tête ou dans la tête de celui qui est plus pointilleux que l'autre. Donc, on le saura. Je le saurai peut-être jamais, mais en même temps, par expérience, je sais que c'est souvent le cas qui se passe. Là, c'est qu'on dit, bah, c'est le premier, c'est pas grave, on va attendre. Les successions, je pourrais vous en compter, je sais pas combien, mais j'en ai vu beaucoup, et rarement elles se passent bien. Plus les frères et sœurs sont nombreux, plus les difficultés sont grandes. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas d'accord, il y a toujours des gens qui sont pas d'accord avec le prix, qui sont pas d'accord avec les conditions, qui sont pas d'accord à laisser des choses incluses, qui sont pas d'accord à faire le ménage, parce que souvent, dans les successions, ben les maisons, c'est des gens âgés, ils ont traîné plein de stock, le sous-sol est plein, le garage est plein, et là, les gens veulent pas faire le ménage de ça, ça devient un problème, puis ils veulent souvent avoir le maximum comme prix dans leurs transactions pour justement... C'est pas facile de dealer avec ces gens-là. Il y a de l'émotion. Souvent, ils ont été élevés dans la maison. Ils ont grandi dans cette maison-là. Fait qu'il y a plein de souvenirs, il y a plein de valeurs autres que la vraie valeur marchande de la propriété. Donc, c'est pas facile de se détacher de ça à leur place, là, quand on met leurs bottines. Là. C'est pas facile de se détacher de ça. Puis il faut être capable, il faut être en mesure de les comprendre, ces gens-là, de pas brusquer les choses, mais d'expliquer puis de mettre l'emphase sur les bonnes choses pour leur faire comprendre. C'est peut-être une bonne occasion qu'ils ont pour tourner la page sur une autre série dans leur vie. Si vous avez des questions, que ce soit au niveau des successions ou autres, vous avez des suggestions, ben, gênez-vous pas, vous m'appelez Mario Labrec, le 418-948-7000, ou vous pouvez aller toujours sur mariolabrec.com, donc c'est facile de me rejoindre par un ou par l'autre, c'est pas un problème. Merci beaucoup et bonne journée!